On termine cette émission en compagnie de Nicolas Bordas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président international chez TBWA Worldwide et auteur de ce livre que j'ai là, L'idée qui tue, c'est aux éditions Erol. Alors c'est une réédition augmentée après la première qui date d'il y a 13 ans. Mais qu'est-ce qui n'allait plus avec la première, dites-moi? Voilà, actualisé et augmenté. La première se portait pas mal, sinon je pense que l'éditeur ne m'aurait pas demandé d'en faire un deuxième. Et en plus, je ne pensais vraiment pas réécrire un livre, parce que comme c'est un livre qui analyse comment les idées deviennent idéologie au cours des siècles, fondées sur la politique, la religion, la culture ou l'économie, je m'étais dit, au moins celui-là, je l'écris une fois, c'est pour la vie. Et en fait, je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que les exemples avaient vieilli, ça c'est clair. Un certain nombre d'exemples qui étaient super neufs en 2009 sur Obama, Sarkozy, Facebook, n'étaient plus forcément d'actualité. Mais par contre, la charpente est la même. Donc, les 10 commandements qui sont devenus les 10 secrets n'ont pas trop bougé. Et puis, ça m'a permis d'ajouter 2 chapitres auxquels je tenais beaucoup. Un chapitre sur les communautés et les réseaux qui se sont beaucoup développés depuis 10 ans. Donc, ça m'a permis d'écrire un chapitre complètement neuf sur ce sujet-là. Et enfin, un chapitre qui s'appelle L'idée qui nous guide, qui, lui, est né du travail que je fais au plan mondial avec un certain nombre de leaders chez nos clients sur leur ligne éditoriale sur les réseaux sociaux et qui m'a permis d'écrire ce chapitre où chacun va trouver l'idée qui le guide, en plus de trouver l'idée qui guide sa boîte. Alors, le livre s'appelle L'idée qui tue. C'est quoi une idée qui tue? L'idée qui tue, j'ai gardé le titre aussi parce que certains m'ont suggéré de l'appeler l'idée qui sauve, parce qu'en vrai, les idées qui tuent sont des idées qui sauvent. Mais j'ai gardé la unique selling proposition, comme on dit dans le jargon des publicitaires, durablement. C'est à la fois l'idée qui réussit, c'est the killer idea chez les anglo-saxons, c'est une idée qui réussit de manière incroyable, qui a un pouvoir formidable de conviction. Mais c'est aussi un hommage à la disruption. Cher à Jean-Marie Dru, notre chairman adoré, parce que l'idée qui tue, c'est l'idée qui tue une idée reçue. Au fond, chaque idée a un pouvoir subversif, chaque idée a la capacité de modifier l'état existant. Et donc l'idée qui tue, c'est pour dire que les idées qui réussissent le mieux, ce qui est prouvé dans mon livre, mais au-delà de ça, sont celles qui utilisent le mieux leur pouvoir de subversion. Subversion, ça vient du latin, c'est faire passer dessus ce qui était dessous, c'est révéler quelque chose, et donc plus votre idée révèle ce qu'elle résout, ce qu'elle transforme, ce qu'elle modifie dans la perception que les gens ont des choses, que ce soit en politique, que ce soit en matière religieuse, culturelle ou économique, plus elle a de potentiel de s'imposer durablement, faire système en quelque sorte et s'imposer comme idéologie. Vous avez dit idée qui sauve, et c'est vrai que c'est un peu le préambule du bouquin, c'est-à-dire vous parlez du réchauffement climatique et de tous les bouleversements qu'on est en train de connaître. Vous pensez que ce sont les idées qui vont sauver le monde? Et oui, et non seulement je le pense, mais vous allez pouvoir le vérifier, c'est incontestable. C'est-à-dire que, premièrement, on ne se rend pas compte à quel point les idées nous guident. Et donc, on devrait enseigner les idées dans les écoles. C'est-à-dire que ce soit dans la consommation, que ce soit en matière politique, c'est l'idée que vous vous faites du produit que vous achetez, c'est l'idée que vous vous faites de la personnalité politique pour laquelle vous votez, qui vous guide. Et en fait, même si on a beaucoup progressé sur les biais cognitifs, merci Olivier Sibony et d'autres d'avoir été un peu les porte-parole, donc on a beaucoup progressé là-dessus. Il n'empêche que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont, entre guillemets, manipulés par leurs propres idées, par leurs propres convictions, qu'ils ne remettent pas forcément suffisamment en cause. Donc en fait, il y a un vrai problème de prise de conscience du système, en fait, de ce que Edgar Morin, à la suite de Teilhard de Chardin, appelait la noosphère, c'est-à-dire cette atmosphère où ces êtres vivants qu'on appelle les idées vont de cerveau en cerveau. Donc il faut comprendre ça. D'ailleurs, le premier titre du livre, c'était Les plombiers de l'immatériel, c'est la révélation de comment marche la noosphère. Bon, Erol m'a dit que c'était pas une bonne idée d'appeler un livre plombier parce que je ne serais pas placé au bon endroit à la FNAC, mais en l'occurrence, c'était quand même ça l'idée. Et puis, pour aller dans le sens de votre question, le monde n'a jamais autant besoin d'idées nouvelles, mais surtout de créer le désir par les idées. Parce que le pouvoir des idées, c'est un pouvoir éclaireur dans la totalité du champ. D'ailleurs, souvent on parle d'idées lumineuses, comme d'une idée qui éclaire, mais au-delà d'être éclaireuse, c'est-à-dire lumineuse, d'éclairer le chemin, elles créent aussi l'adhésion. L'éclaireur, c'est celui qui part avant et les troupes suivent derrière, en quelque sorte. Et donc, si on veut créer le désir d'une société différente, il faut communiquer l'idée et recréer le désir de cette société au travers des produits, des services, des comportements qui vont permettre d'avoir le plaisir de vivre dans un monde éventuellement plus sobre et non pas simplement de se voir imposer ce monde. Mais c'est une question d'idée ou c'est une question d'innovation et de disruption? Parce que si l'idée reste à l'état d'idée, il ne se passe pas grand-chose in fine. J'adore votre question. La réponse est doublement oui. C'est à la fois la question d'idée, mais forcément, l'idée doit être incarnée par quelque chose. Donc, ça ne se situe pas que
que sur le plan des idées. Mais enfin, à un moment donné, si vous voulez construire une centrale nucléaire, il faut changer l'idée que les gens se font du nucléaire. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc vous ne réussissez jamais une innovation si vous ne permettez pas à cette innovation d'arriver dans le champ et de réussir. On vient de voir à l'instant Back Market, c'est une formidable idée exprimée de manière super simple. New is old. On ne peut pas faire 3 mots. Il y a Just Do It qui a réussi à faire 3 mots. Bon, on a fait aussi Think Different pour Apple, il y en avait 2, mais c'est quand même super court, super clair, et ça impose un nouveau système d'idées qui autorise le succès ensuite concret, j'allais dire, de l'offre matérielle si on est dans le monde économique. Mais c'est pareil en politique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, la politique c'est d'abord un combat d'idées avant de se faire élire, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas élire sans idées, même s'il y a beaucoup de votes contre et pas assez de votes pour, donc ça fait aussi partie des grands enjeux de la société, c'est recréer du commun. Or la communication, le rôle même de la communication, l'essence même de la communication, c'est créer du commun. Et donc il faut créer plus d'idées qui créent plus de commun si on veut mobiliser les gens autour des nouveaux produits-services qui seront mieux pour la planète. Comment on fait pour créer plus d'idées? C'est quoi les conditions qui peuvent favoriser la naissance de nouvelles idées aujourd'hui? Voilà, alors il y a plusieurs choses. Il y a un point que je n'aborde pas trop dans mon livre. Il y a d'autres livres qui l'abordent sur comment avoir des idées. Donc je vous recommande par exemple l'excellent livre de Yaron Herman, sur le pianiste Yaron Herman sur le sujet, qui est un bouquin génial sur comment avoir plus d'idées chaque jour. Ce n'est pas du tout le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est comment est-ce qu'une idée va pouvoir exprimer le maximum de son potentiel pour devenir dominante et faire système. Et en fait, je montre dans les 10 commandements, je ne vais pas tous vous les faire, je vous rassure, mais qu'il y a des éléments qui sont d'ordre structurel de l'idée, c'est-à-dire que l'idée a une fois pour toutes, qui sont liés au contexte dans lequel l'idée est née, qui sont liés à la valeur intrinsèque subversive de l'idée, qui sont liés au porte-parole de l'idée et qui sont liés à la manière dont l'idée rentre dans le champ, la première fois qu'elle apparaît en quelque sorte. Et ça, c'est pour la vie, parce que vous le faites une fois. Et puis, il y a, bonne nouvelle, 6 autres dimensions qui sont liées au marketing de l'idée. Comment je joue les mots, comment je joue les images, comment je joue l'histoire, le storytelling, comment je joue les preuves de l'idée, comment j'utilise les médias ou pas, bien ou mal, et comment je cultive mes communautés. Donc c'est ça que j'aborde dans le livre, c'est comment maximiser les chances que son idée devienne dominante et dure une génération, voire des siècles. Oui, mais comment vous faites pour ne pas perdre l'idée au profit de la communication de l'idée et du marketing de l'idée? Et oui, c'est très intéressant votre point, parce qu'en fait, derrière, il faut revenir à l'essence même de l'idée. Il faut comprendre son idée, en fait. Souvent, je dis aux créatifs, ton idée est géniale, mais maintenant, on va essayer de la comprendre, de comprendre qu'est-ce qu'elle modifie. Le pouvoir transformatif de l'idée. Autrement dit, ce que je recommande à tous, parce que ce livre n'est pas un livre du tout de pub ou même de communication uniquement pour les étudiants en com, même si je suis ravi qu'il soit très recommandé par les professeurs qui ont raison de continuer. Mais ce livre, c'est pour quelqu'un qui a quelque idée que ce soit, une idée d'association, une idée de nouvelle entreprise. Donc je l'ai vraiment pensé pour qu'il soit utilisable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont remercié pour ce livre, c'est ce qui m'a encouragé à continuer, parce qu'ils ont créé leur assos ou leur boîte en utilisant les quelques conseils très pratiques qui sont dans ce livre. Donc au fond, il faut revenir à la valeur subversive de l'idée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'idée transforme. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle établit de neuf? Ça, les gens ont tendance à le faire naturellement, parce que quand on a une idée, on voit tout de suite son potentiel de nouveauté. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle transforme d'avant? Et ça, c'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment. C'est ce que dans la méthodologie de disruption, on appelle la convention. Thomas, d'ailleurs, qui est un ancien de la maison TBWA, en parlait tout à fait bien il y a quelques minutes. Et donc, c'est de se poser la question de qu'est-ce que mon idée change? Quel est l'élément transformatif? Et parfois, on se dit, mais ah ouais, elle change ça, mais peut-être qu'elle devrait changer autre chose. Et à ce moment-là, on réoriente l'idée différemment. Donc, pour maximiser les chances que son idée soit efficace, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut chercher son pouvoir subversif, c'est-à-dire ce qu'elle transforme et comprendre quel est le déclencheur qui fait que subitement les gens vont être d'accord avec ce que vous leur dites. Vous dites qu'on a besoin de plus d'idées aujourd'hui, peut-être plus que jamais, et en même temps on est dans un monde d'hypercommunication, notamment avec les réseaux, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'idées partout, tout le temps, en permanence. Ouais. Comment on fait le tri? Alors c'est un vrai problème. On a trop de petites idées court terme et pas assez de belles idées et de grandes idées à long terme. Et donc c'est pour ça qu'il faut revaloriser le statut de l'idée dans la société. C'est-à-dire que faire que... alors il y a des think tanks en politique, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas rien. Mais on ne donne pas assez de place. Et les journalistes parfois ne donnent pas assez de place au contenu des think tanks pour aller chercher plutôt la facilité du court terme et de la petite phrase de l'homme politique sur un commentaire. Mais à part vous, heureusement que vous êtes là, mais vous mettez de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Donc il faut redonner le désir de l'idée, mais encore faut-il comprendre l'importance des idées. Donc c'est pour ça que le point de départ du livre, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de mieux comprendre les idées en général.
Est-ce que n'importe qui peut avoir une idée ? Oui, absolument, mais tout le monde a des idées tout le temps. C'est-à-dire que vous pensez à vos prochaines vacances, vous allez avoir une idée de vos prochaines vacances. Vous pensez à ce que vous avez envie d'acheter pour Noël à vos enfants. Vous avez oui, mais ça ne va pas transformer le monde, ça, pardon. Oui et non. Eh ben, ça peut se discuter parce que tout contribue à la transformation du monde. Donc les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc la manière dont vous allez ou pas acheter plus ou moins responsable vos prochaines vacances en y allant en train plutôt qu'en avion, ou les jouets en faisant attention à l'endroit où ils ont été produits, par exemple. Est-ce qu'ils ont été transportés par avion du bout du monde ou pas? Ce sont des petites choses qui changent, mais évidemment, il y a des micro-idées et des méta-idées. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas parce qu'il y a plein d'idées qu'elles se valent. Et donc, tout l'intérêt, c'est de comprendre les courants, en fait. Si je reprends l'analogie climatologique, en quelque sorte, de la noosphère, si on dit que la noosphère, c'est comme l'atmosphère, mais pour les idées, dans la noosphère, il y a des courants qui passent. Et donc, ces courants emmènent des idées, renforcent certaines idées, et au contraire, peuvent tuer des très bonnes idées qu'on reverra peut-être dans 20 ans parce qu'elles sont sorties à un mauvais moment, emportées par un courant défavorable. Et donc, c'est vrai que le métier des communicants, c'est de comprendre ces courants-là pour pouvoir inscrire ces idées et leur donner le maximum de potentiel d'éclosion dans le bon courant, en quelque sorte, de la noosphère. Donc oui, il faut avoir le maximum d'idées, repérer celles qui ont plus de puissance que les autres, soutenir les bonnes idées des autres, aussi. Arrêter d'avoir une dimension ultra possessive. C'est mon idée, c'est moi qui l'ai fait. Et au contraire, avoir une logique beaucoup plus altruiste qui est c'est notre idée commune. Et si on crée plus d'idées fortes communes, je pense que la planète ira mieux. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement incarné par une personne? Ou il faut quand même qu'il y ait un porte-parole? Alors ça aide, c'est pas nécessaire. Il y a quelques idées dont on ne retrouve pas forcément trace de l'émetteur, que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde politique, où des idées arrivent parce qu'elles sont mûres, voire elles éclosent à plusieurs endroits en même temps. C'est tant un émetteur est très utile parce qu'il accélère l'idée, il lui donne un crédit s'il y a un crédit de l'émetteur, au point que parfois d'ailleurs on crédite des gens qui ne sont pas les auteurs des idées. Il est connu aujourd'hui et prouvé que Einstein a piqué des idées à Poincaré et tout le monde crédite Einstein de bonnes idées que ce pauvre Poincaré a eu, sauf qu'il n'avait pas le même crédit qu'Einstein à l'époque. Donc, mais tant mieux pour l'idée quand même. Cumuler Poincaré plus Einstein, c'est plutôt bien pour que l'idée puisse percer. Donc c'est bien d'avoir un émetteur ou un porte-parole qui n'est pas forcément d'ailleurs le créateur de l'idée. On peut chercher d'autres porte-paroles. On pourrait dire que d'une certaine manière, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du fait que les Français, à juste titre de mon point de vue, sont devenus pro-nucléaire. Alors, chose que j'avais quand même écrite en 2009, c'est vérifiable, car il reste encore quelques exemplaires de l'étiquette de 2009 que vous pouvez vous arracher sur Amazon ou sur eBay. Et donc je disais en 2009 que le nucléaire redeviendrait en odeur de sainteté du fait du réchauffement climatique. C'est ce qui s'est passé, mais pour parler d'un porte-parole, Jean Covici, en France, joue un rôle majeur en la matière. C'est lui qui cartonne le plus sur LinkedIn. Il n'y a pas eu de plus grosse percée sur LinkedIn que Jean Covici dans l'histoire française de LinkedIn, quoi. Même Macron a été moins rapide pour percer sur LinkedIn que Jean Covici. Donc voilà, donc un porte-parole qui n'est pas spécialement EDF ou autre, mais qui a contribué considérablement au crédit de l'idée. On voit donc que des porte-paroles externes peuvent aider des idées à percer. Il y a 10 commandements à la fin. Ouais. S'il ne fallait n'en retenir qu'un, ce serait maximiser la valeur subversive de votre idée, c'est-à-dire comprenez ce que votre idée transforme pour appuyer là où c'est efficace, c'est-à-dire là où votre idée change les choses. Donc c'est donc le chapitre 2 sur les 10 commandements, c'est le deuxième secret des 10 commandements qui pour moi est le plus important. Merci beaucoup Nicolas Bordas. Je rappelle que vous êtes le vice-président international de TBWA Worldwide et votre livre L'idée qui tue, c'est aux éditions Erol. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, vous avez rendez-vous lundi avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.